Pathétique mari trophée qui ne sert à rien. Ces mots étaient imprimés en lettres élégantes sur ma carte de place à la table principale du grand ballroom de l'hôtel Méridien. Autour de moi, les cadres de la Whitmore Corporation éclataient de rire tandis que je tenais la carte comme si c'était la preuve d'un crime. « Mon Dieu, Jennifer, tu as vraiment fait ça ?» m'a demandé une femme blonde en applaudissant de rire. C'est la meilleure carte de table que j'ai jamais vue lors d'un gala d'entreprise. Ma femme Laura se tenait à côté de moi, mais pas à mes côtés. Ses yeux brillaient de plaisir tandis qu'elle observait mon humiliation publique se dérouler comme un spectacle haut de gamme devant 300 cadres de l'industrie pharmaceutique. « C'était l'idée de Jennifer », répondit Laura en ajustant sa robe noire à $2000. Elle a dit qu'elle voulait rendre cette soirée mémorable pour tout le monde. Jennifer Walsh, PDG de Whitmore Corporation et supérieure de Laura depuis 2 ans, s'approcha avec une coupe de champagne à la main et ce sourire prédateur que j'avais appris à détester. « Dan, j'espère que tu ne le prends pas personnellement, » dit-elle d'une voix faussement douce, comme quelqu'un qui vient de te poignarder dans le dos. « C'est juste une petite blague pour briser la glace. Tu comprends, n'est-ce pas? Je m'appelle Dan Thompson et, à 34 ans, je viens de découvrir que ma femme depuis 8 ans considère notre relation comme une blague digne d'un divertissement d'entreprise. Ce que personne ne savait, c'est que le mari trophée pathétique avait passé les 10 dernières années à bâtir l'une des sociétés de conseil financier les plus respectées, spécialisée dans l'audit des industries pharmaceutiques. Pendant que Laura construisait sa carrière de directrice marketing chez Whitmore, j'étais dans les coulisses, analysant les bilans, détectant les irrégularités comptables et aidant les investisseurs à éviter les entreprises aux pratiques douteuses. L'ironie était délicieuse. Je savais probablement plus sur les opérations financières de Whitmore Corporation que n'importe qui dans cette pièce, y compris Jennifer elle-même. « Bien sûr », répondis-je calmement en pliant la carte et en la glissant dans la poche intérieure de mon smoking. Très créatif. Jennifer sourit plus largement, interprétant mon calme comme de la soumission. Laura fit signe à quelques collègues et s'éloigna, me laissant seul au milieu de la salle dorée, entouré de personnes qui me considéraient comme un accessoire insignifiant dans la vie professionnelle de ma femme. Pendant le dîner, je me suis assis à la table réservée aux conjoints, tandis que Laura prenait place à la table principale aux côtés de Jennifer. Je les ai observées de loin tandis qu'elles chuchotaient et riaient, probablement en commentant la perfection de leur stratagème. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que j'avais passé toute la soirée à mémoriser les visages, les noms et les conversations. Chaque cadre qui avait ri de mon humiliation, chaque commentaire sarcastique sur les maris inutiles, chaque blague sur les hommes qui vivent au crochet de leurs femmes qui ont réussi. Si vous aimez cette histoire de revirement et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette soirée apparemment dévastatrice allait devenir le catalyseur d'une vengeance que personne n'oublierait jamais. Lorsque le gala s'est terminé et que nous sommes rentrés chez nous en silence dans notre Tesla, Laura a finalement rompu le silence. « Tu ne vas rien dire à propos de la carte? Que voudrais-tu que je dise? Je ne sais pas. Que c'était drôle. Que tu avais compris la blague. » Je me suis garé dans l'allée de notre maison de Westchester et j'ai coupé le moteur. « C'était très instructif, » ai-je répondu. Laura a froncé les sourcils. « Instructif comment ?» Mais j'étais déjà en train de sortir de la voiture, laissant la question sans réponse. Car tandis qu'elle et Jennifer célébraient leur petite victoire sociale, j'étais déjà en train de calculer mentalement les prochaines étapes d'un plan qui transformerait leur petite plaisanterie en pire cauchemar professionnel qu'elles aient jamais connu. Après tout, elles venaient d'attirer l'attention du seul homme dans cette salle capable de démanteler complètement l'entreprise dont elles étaient si fières. Le lundi suivant le gala, Laura est partie travailler sans dire un mot. Pas même « bonjour » ou « au revoir ». Juste le bruit de la porte du garage qui se refermait à 7h15, comme d'habitude. Je suis resté assis dans notre cuisine italienne en marbre de Carrare, buvant mon café et repassant mentalement chaque détail de la veille. Je n'étais pas en train d'assimiler l'humiliation, je cataloguais des informations. Jennifer Walsh n'était pas apparue de nulle part dans la vie de Laura. 2 ans plus tôt, lorsqu'elle avait été promue PDG de Whitmore Corporation à l'âge de 38 ans, Laura était rentrée à la maison rayonnante d'admiration. « Dan, tu dois rencontrer ma nouvelle patronne », m'avait-elle dit ce soir-là en jetant son sac Prada sur le canapé du salon. Jennifer Walsh est un phénomène. Elle a repris Whitmore alors que l'entreprise était au bord de la faillite et a tout transformé en 18 mois. J'avais fait des recherches sur Jennifer le soir même. Diplômée de Harvard, MBA de Wharton, parcours impressionnant dans 3 grandes entreprises pharmaceutiques. Sur le papier, elle était vraiment impressionnante. Ce que je n'avais pas prévu, c'était comment elle allait transformer ma femme en une personne complètement différente. Le changement a été progressif, presque imperceptible. Laura a d'abord commencé à rentrer plus tard du travail. Jennifer organise des séances de brainstorming qui se prolongent, expliquait-elle.
Elle dit que les meilleures idées viennent quand on n'est pas limité par les heures de bureau. Puis sont venus les voyages. Des congrès pharmaceutiques à Chicago, des conférences marketing à Los Angeles, des réunions stratégiques à Miami. Laura avait toujours voyagé pour le travail, mais maintenant c'était différent. Elle revenait en ne parlant que de Jennifer. Jennifer a dit que j'avais le potentiel pour devenir vice-présidente du marketing mondial, a commenté Laura lors d'un dîner 3 mois après la promotion de Jennifer. Elle veut m'inclure dans des projets plus stratégiques. C'est génial, ai-je répondu en coupant mon saumon. Quel genre de projet? Des choses confidentielles. Jennifer est très prudente avec les informations sensibles. Elle dit que la confiance se construit petit à petit. C'est là que j'ai commencé à voir le schéma se dessiner. Jennifer isolait Laura, créant un cercle restreint où seules quelques personnes privilégiées avaient accès aux informations sensibles. Les changements sont devenus plus évidents au cours des mois suivants. Laura a commencé à porter des tailleurs plus chers, commentant sans cesse le code vestimentaire que Jennifer avait mis en place. L'image fait partie de la stratégie de l'entreprise, expliquait-elle en montrant un chemisier à $700. Nos week-ends, qui étaient auparavant sacrés, ont commencé à être envahis par des urgences professionnelles. Jennifer appelait le samedi matin et Laura disparaissait pendant des heures pour des vidéoconférences urgentes. Jennifer n'appelle pas pour rien, disait Laura quand je me plaignais. Elle accorde beaucoup de valeur à son temps. Si elle m'appelle le week-end, c'est parce qu'elle a confiance en mon avis sur quelque chose d'important. Le tournant s'est produit il y a 6 mois, lors d'un dîner chez mes parents. Mon père, comptable à la retraite, a fait une remarque anodine sur des irrégularités qu'il avait lues dans les journaux au sujet des entreprises pharmaceutiques. Ces grandes entreprises trouvent toujours des moyens créatifs de maquiller leurs chiffres, a-t-il déclaré en beurrant son pain. Dan doit voir ce genre de choses tous les jours au travail. Laura a ri d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Un son froid, presque dédaigneux. Le père de Dan ne comprend pas les complexités de l'industrie moderne, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Jennifer dit toujours que les gens de l'extérieur jugent sur la base de gros titres sensationnels. Mon père cessa de mâcher. Ma mère posa sa fourchette. En 20 ans de vie commune, Laura n'avait jamais manqué de respect à mes parents. Désolé, chérie, répondit mon père avec la patience de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans sa vie. Je ne voulais pas paraître simpliste. C'est juste qu'en 40 ans de comptabilité, j'ai appris à reconnaître certains signes. Bien sûr, a dit Laura, mais son ton suggérait le contraire. C'est juste que Jennifer a une perspective plus globale sur ces questions. Ce soir-là, après le départ de mes parents, j'ai essayé de parler à Laura de ce qui s'était passé. Tu as remarqué comme tu as été rude avec mon père. Je n'ai pas été rude. J'ai simplement précisé qu'il ne disposait pas de toutes les informations. Il est comptable depuis 40 ans, Laura. Il sait de quoi il parle. Et Jennifer est PDG d'une entreprise qui pèse 2 milliards de dollars. Elle aussi sait de quoi elle parle. C'était la première fois que j'avais l'impression de parler à une étrangère. Les mois qui ont suivi ont été marqués par une lente érosion de tout ce que nous avions construit ensemble. Laura a cessé de m'interroger sur mon travail. Lorsque j'essayais de partager des découvertes intéressantes issues de mes projets de conseil, elle répondait « c'est cool », sans lever les yeux de son téléphone. Jennifer était devenue la seule source de validation professionnelle dans la vie de Laura. Toute opinion qui ne venait pas d'elle était automatiquement rejetée. L'ironie la plus cruelle était que, pendant tout ce temps, je rédigeais le rapport le plus complet de ma carrière sur les irrégularités dans l'industrie pharmaceutique. 3 entreprises avaient déjà fait appel à mes services pour enquêter sur les pratiques douteuses de leurs concurrents. Whitmore Corporation était l'une des entreprises qui apparaissait régulièrement dans mes recherches. Non pas à la demande de clients, mais parce que ces chiffres ne collaient tout simplement pas. Laura ne savait pas que, pendant qu'elle absorbait la « sagesse » de Jennifer en matière d'éthique d'entreprise, je documentais des preuves que sa mentor manipulait les rapports trimestriels afin de gonfler artificiellement la valeur des actions. Le lendemain du gala, assis seul dans notre cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé en revue les fichiers que j'avais collectés sur Whitmore au cours des 2 dernières années. Des revenus surévalués, des coûts de recherche redistribués entre les trimestres, et le plus intéressant, un schéma d'initié qui semblait coordonné avec les calendriers de Jennifer. Ma femme avait passé 2 ans à être manipulée par une criminelle en col blanc, et j'avais toutes les preuves nécessaires pour le prouver. Mais alors que Jennifer pensait m'avoir humilié publiquement, me transformant en une risée devant 300 cadres, elle ne savait pas qu'elle venait d'attirer l'attention du seul homme dans cette salle qui avait les connaissances, les relations et la motivation nécessaires pour démanteler complètement l'empire frauduleux qu'elle avait construit. La carte qu'elle avait préparée me traitait de « mari trophée pathétique ».
Avant la fin de la semaine, elle découvrirait le vrai sens du mot « pathétique ». 3 jours après le gala, Laura est rentrée à la maison avec une bouteille de champagne Dom Pérignon et un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. « Jennifer m'a promue vice-présidente du marketing mondial », annonça-t-elle en posant la bouteille sur le comptoir de la cuisine comme s'il s'agissait d'un trophée. Salaire de base de 250 000, plus des primes au rendement. Je préparais le dîner, une tâche qui était devenue ma responsabilité depuis que les urgences professionnelles de Laura étaient devenues plus fréquentes. « Félicitations », ai-je répondu en coupant des oignons sans la regarder. « C'est une promotion importante. »« Dan, tu ne comprends pas. » Laura s'est approchée, les yeux brillants d'une excitation qui semblait forcée. Jennifer a dit que j'avais le potentiel pour devenir PDG d'une filiale. Qu'elle voyait en moi des qualités de leader que les autres ne percevaient pas. L'ironie était presque douloureuse. Jennifer avait passé 2 ans à apprendre à Laura à ne pas voir le leadership chez la personne la plus proche d'elle, son propre mari. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demandai-je en me tournant enfin vers elle. « Cela signifie des voyages plus longs. Peut-être quelques mois à l'étranger pour mettre en place des opérations en Europe. Jennifer veut que je dirige l'expansion internationale. » Laura parlait comme si elle lisait un script préparé par Jennifer. Chaque mot semblait répété, chaque justification parfaitement alignée avec ce que j'imaginais que sa mentor avait mis dans son esprit. « Des mois à l'étranger », répétai-je lentement. Jennifer dit que des sacrifices sont nécessaires quand on construit quelque chose d'important. Que les gens médiocres ne comprennent jamais le prix du vrai succès. Des gens médiocres. Les mots sortaient de la bouche de Laura comme s'ils étaient les siens, mais j'ai immédiatement reconnu le venin de Jennifer. Et je fais partie de la catégorie des gens médiocres. Laura a hésité une seconde, un éclair de conscience a traversé son visage avant d'être rapidement réprimé. « Ce n'est pas toi, Dan. C'est ma carrière. » Jennifer dit que quand on a une opportunité comme celle-ci, il faut être complètement concentré. Sans distraction. Distraction. 8 ans de mariage, réduits à des distractions. Ce soir-là, Laura se coucha tôt, prétextant une vidéoconférence avec l'équipe européenne à 5 heures du matin. Je restais dans mon bureau jusqu'à 2 heures du matin, non pas à travailler sur des projets clients, mais à fouiller dans les couches les plus profondes des registres financiers de Whitmore Corporation. Ce que je découvris était encore pire que ce que j'avais imaginé. Jennifer ne se contentait pas de manipuler les chiffres trimestriels. Elle orchestrait un système d'inflation artificielle des prix des médicaments, utilisant des filiales fantômes pour justifier des coûts inexistants et transférant les bénéfices vers des paradis fiscaux via un réseau complexe de sociétés écrans. Mais le plus dévastateur a été de découvrir que Laura était, sans le savoir, directement impliquée dans ce système. Les campagnes marketing qu'elle avait développées au cours des 18 derniers mois n'étaient pas seulement publicitaires. Elles faisaient partie d'une stratégie coordonnée visant à créer une demande artificielle pour des médicaments dont les prix avaient été gonflés jusqu'à 4 cents %. Les patients diabétiques payaient 8 fois plus cher leur insuline en raison des « innovations marketing » créées par Laura. Des familles devaient choisir entre des médicaments essentiels et d'autres produits de première nécessité, car les stratégies de Laura donnaient à ces produits une valeur supérieure à leur valeur réelle. Sans s'en rendre compte, ma femme était devenue le visage public d'un système qui tuait littéralement des gens par cupidité. Jeudi, j'ai reçu un appel de Marcus Rivera, un journaliste d'investigation du Washington Post avec lequel j'avais travaillé 2 ans auparavant sur un reportage sur la fraude dans l'industrie des dispositifs médicaux. « Dan, je dois te parler en personne », m'a-t-il dit, sa voix empreinte de cette urgence que les journalistes développent lorsqu'ils sentent qu'ils tiennent un gros scoop. « Nous avons reçu une dénonciation anonyme concernant des irrégularités au sein de la Whitmore Corporation. Votre nom est apparu comme l'un des rares consultants indépendants ayant suffisamment d'expertise pour valider ces informations. » J'ai retrouvé Marcus dans un petit café du centre de Manhattan vendredi après-midi. Il était assis à une table au fond, un dossier en carton devant lui et l'air de quelqu'un qui a découvert quelque chose d'important. « Que savez-vous de Jennifer Walsh ?» a-t-il demandé après que nous ayons commandé nos cafés. « Sur le plan professionnel ou personnel ?» Les deux. J'ai passé l'heure suivante à lui expliquer tout ce que j'avais découvert sur les pratiques comptables de Whitmore, sans mentionner ma relation personnelle avec Laura. Marcus prenait des notes détaillées et posait des questions précises qui montraient qu'il disposait déjà d'informations substantielles. « Dan, nous avons des documents internes qui suggèrent que Jennifer Walsh utilise Whitmore comme une opération de blanchiment d'argent pour des cartels pharmaceutiques internationaux, a-t-il déclaré en ouvrant le dossier. Mais nous avons besoin de quelqu'un avec votre expertise pour interpréter les données financières de manière compréhensible pour le public. » Les documents que Marcus me montra étaient explosifs. Des virements bancaires vers des sociétés inexistantes,
des contrats de recherche gonflés pour des laboratoires fantômes, et le plus choquant, des preuves que Jennifer retardait délibérément la mise sur le marché de médicaments génériques afin de maximiser les profits des produits de marque. Combien de personnes estimez-vous avoir été lésées par ces pratiques? Demanda Marcus. J'ai fait un rapide calcul mental à partir des données qu'il m'avait communiquées. Au bas de la page, environ 200 000 familles américaines ont payé des prix gonflés pour des médicaments essentiels au cours des 2 dernières années. Parmi celles-ci, environ 15 000 ont pu avoir un accès limité ou se voir refuser des traitements en raison de coûts artificiellement élevés. Marcus a arrêté d'écrire et m'a regardé droit dans les yeux. 15 000 personnes. Au minimum. Et Jennifer Walsh tire directement profit de cela. Jennifer Walsh ne se contente pas d'en tirer profit. Elle bâtit un empire financier en utilisant la souffrance humaine comme matière première. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en sachant que j'avais atteint le point de non-retour. Laura était dans le salon, au téléphone avec Jennifer, discutant de stratégies d'expansion en Europe. Sa voix était enthousiaste, pleine de projets et d'ambitions qui, je le savais désormais, reposaient sur des crimes d'entreprise. « Jennifer, tu as raison », ai-je entendu Laura dire. Quand on construit quelque chose de vraiment important, on ne peut pas se laisser limiter par des gens qui ne partagent pas notre vision. Les gens qui ne partagent pas votre vision. Une fois de plus, les mots de Jennifer sortaient de la bouche de ma femme. Mais tandis que Laura absorbait chaque mot toxique de sa mentor, j'étais dans mon bureau en train d'élaborer un plan qui non seulement mettrait fin à la carrière de Jennifer Walsh, mais détruirait complètement l'empire construit sur des mensonges et de la manipulation. La femme qui m'avait traité de « mari trophée pathétique » et avait transformé ma femme en une inconnue était sur le point de découvrir le vrai sens du mot « dévastation ». Le premier coup serait subtilement destructeur. Le deuxième, publiquement humiliant. Et le troisième garantirait que Jennifer Walsh ne puisse plus jamais nuire à une autre famille ou manipuler une autre relation. Pendant que Laura poursuivait sa conversation téléphonique, pleine de gratitude servile envers la femme qui détruisait notre vie, j'ai commencé à taper le premier email qui allait déclencher la chute la plus spectaculaire que l'industrie pharmaceutique ait jamais connue. Le lundi matin, à 7h pile, mon téléphone a sonné. C'était Marcus Rivera. « Dan, tu dois voir ça », m'a-t-il dit d'une voix si pressante que mon café a refroidi dans ma tasse. Nous avons réussi à accéder aux emails internes de Whitmore. Ce que nous avons trouvé dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. J'ai retrouvé Marcus dans le même café 1 heure plus tard. Cette fois, il n'était pas seul. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés et aux yeux qui avaient vu beaucoup de choses, était assise à côté de lui. « Dan, voici Patricia Kowalski, ancienne directrice financière de Whitmore Corporation, a dit Marcus en nous présentant. Elle a été licenciée il y a 6 mois après avoir remis en question certaines pratiques comptables. » Patricia me tendit la main avec fermeté. « Monsieur Thompson, j'ai lu vos rapports sur les irrégularités dans l'industrie pharmaceutique. Votre travail est méticuleux et précis. Merci. Marcus m'a dit que vous aviez des informations sur Whitmore. Des informations, c'est peu dire, répondit Patricia en ouvrant un dossier volumineux. J'ai la preuve que Jennifer Walsh est à la tête du plus grand système de manipulation des prix des médicaments de l'histoire. Et votre femme? Elle hésita, jetant un regard à Marcus. Vous pouvez parler librement, répondis-je. À ce stade, il n'y a plus rien de personnel dans cette enquête. Laura a été recrutée spécifiquement par Jennifer pour être le visage public des campagnes justifiant les augmentations de prix. Elle ne le sait pas, mais chaque stratégie marketing qu'elle élabore est conçue pour normaliser des pratiques qui devraient être considérées comme criminelles. Patricia me montra une série de documents qui me retournèrent l'estomac. Des rapports internes montrant que Whitmore pouvait produire de l'insuline pour 17 $ l'unité, mais la vendait 230. Des médicaments contre le cancer dont le coût de production était de 40 $ étaient commercialisés 3200 $. Et Laura est au courant? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Jennifer ne partage que les informations nécessaires à Laura pour créer des campagnes convaincantes. Votre femme croit sincèrement qu'elle promeut l'innovation médicale. En réalité, elle vend une mort lente à ceux qui ne peuvent pas payer. J'ai passé la semaine suivante plongé dans les documents que Patricia m'avait fournis. J'ai travaillé 16 heures par jour, croisant des données, vérifiant des dates, construisant une chronologie irréfutable des crimes de Whitmore. Laura a à peine remarqué mon absence. Elle était trop occupée à se préparer pour son nouveau poste, passant des appels internationaux jusque tard dans la nuit et étudiant les marchés européens. Jennifer veut que je présente notre stratégie mondiale au conseil d'administration vendredi, m'a-t-elle dit lors d'un des rares dîners que nous avons pris ensemble. Si tout se passe bien, elle m'a dit que je pourrais être basé à Londres d'ici la fin de l'année.
Londres, répétai-je, calculant mentalement comment cela affecterait mon emploi du temps. Jennifer dit que c'est une opportunité unique. Que les femmes comme moi, qui comprennent vraiment le marché, sont rares. Les femmes comme elle. Encore le langage de Jennifer dans la bouche de Laura. Le jeudi, je reçus un appel inattendu. Le numéro n'était pas dans mon répertoire, mais la voix m'était familière. Dan Thompson, ici Robert Chen, du ministère de la Justice. Division antitrust. Mon sang se glaça. Comment puis-je vous aider? Nous enquêtons sur des allégations de pratiques monopolistiques dans l'industrie pharmaceutique. Votre nom est apparu comme celui d'une personne ayant une expertise pertinente. Pourrions-nous nous entretenir? Bien sûr. Quand cela vous conviendrait-il? Maintenant, ça vous va? Je suis dans le parking devant chez vous. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une berline noire garée devant notre garage. Robert Chen était un homme d'âge moyen, d'origine asiatique, vêtu d'un costume sombre impeccable et au visage impassible. « Monsieur Thompson, allons droit au but », a-t-il dit en s'asseyant dans mon salon. « Nous avons des informations selon lesquelles vous possédez des documents sur des irrégularités au sein de la Whitmore Corporation. Si vous suivez cette série de découvertes choquantes, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains rebondissements de cette enquête qui est sur le point de bouleverser toute l'industrie pharmaceutique. Je peux confirmer que j'ai accès à certaines informations, répondis-je prudemment. Le ministère de la Justice monte un dossier qui pourrait déboucher sur des poursuites pénales fédérales. Nous avons besoin de témoins crédibles sur le plan technique. Quel genre d'accusation? Complot en vue de commettre une fraude boursière, manipulation des prix, violation de la loi Sherman sur les ententes et, éventuellement, racket en vertu des lois RICO. Chaque crime qu'il mentionnait était passible de plusieurs dizaines d'années de prison. Et si je coopère? L'immunité judiciaire, la protection des témoins si nécessaire, et la satisfaction de savoir que vous contribuez à démanteler une organisation qui a causé du tort à des milliers de familles américaines. Ce soir-là, Laura est rentrée à la maison rayonnante, avec une bouteille de champagne français qui coûtait plus cher que ma première voiture. Jennifer m'a donné un accès complet aux budgets européens, a-t-elle annoncé en servant 2 verres sans remarquer que je ne buvais pas. Dan, on parle de campagne marketing avec des budgets de 50 millions de dollars. Cela va complètement transformer ma carrière. 50 millions de dollars. De l'argent qui sortirait directement des poches de familles désespérées, payant des prix exorbitants pour des médicaments essentiels. Félicitations, ai-je réussi à dire. Jennifer a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui, a poursuivi Laura, sa voix prenant ce ton conspirateur qui m'était devenu familier. Elle a dit que les gens comme nous doivent voir grand, que nous ne devons pas nous laisser limiter par, comme elle l'a dit, les mentalités étroites et les jugements moralisateurs de ceux qui n'ont jamais rien construit d'important. Mentalités étroites. Jugement moralisateur. Les mots de Jennifer sortaient de la bouche de ma femme comme un poison bien répété. « Et tu es d'accord avec ça ?» demandai-je. Bien sûr que oui. Jennifer a raison. Quand on construit quelque chose de révolutionnaire, il y aura toujours des gens qui ne comprennent pas la vision d'ensemble. Des gens qui ne comprennent pas la vision d'ensemble. Comme les familles diabétiques qui doivent choisir entre l'insuline et la nourriture. Comme les patients atteints de cancer qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas payer des traitements dont les prix sont artificiellement gonflés. Le vendredi matin, j'ai signé mon accord de coopération avec le ministère de la Justice. Robert Chen m'a expliqué que l'enquête était dans sa phase finale et qu'il n'attendait plus que les preuves techniques que je pouvais fournir. Une fois que vous aurez témoigné devant le grand jury, il n'y aura plus de retour en arrière possible, m'a-t-il averti. Jennifer Walsh sera inculpée, probablement dans quelques semaines. Toute personne associée à ces pratiques frauduleuses devra en subir les conséquences. Y compris ma femme. Cela dépendra de son degré de connaissance des activités illégales. Si elle n'était qu'un instrument inconscient, elle bénéficiera probablement d'une immunité en échange de sa coopération. Mais si nous découvrons qu'elle était au courant, il n'avait pas besoin de terminer sa phrase. Cet après-midi-là, Laura est partie pour sa présentation au conseil d'administration de Whitmore. Elle portait son plus beau tailleur, un porte-document en cuir italien à la main, et rayonnait de la confiance de quelqu'un qui se croit au sommet de sa carrière. « Souhaite-moi bonne chance », m'a-t-elle dit en m'embrassant rapidement sur la joue. Jennifer a dit que si tout se passe bien aujourd'hui, ma promotion pourrait être annoncée la semaine prochaine. « Bonne chance », répondis-je, sachant que c'était la dernière fois qu'elle quittait la maison en tant que directrice marketing de Whitmore Corporation. Alors que la Tesla disparaissait de notre allée, j'appelai Marcus Rivera. « C'est l'heure », dis-je simplement. « Tu es sûr ? Une fois que nous aurons publié, il n'y aura plus de retour en arrière possible.
J'en suis sûr. D'accord. L'article paraîtra dans le Washington Post demain matin. Une cadre pharmaceutique fait l'objet d'une enquête fédérale pour une fraude de plusieurs milliards de dollars liée à la manipulation des prix. En première page. Je raccrochai le téléphone et m'assis dans le silence de notre maison vide. Dans moins de 24 heures, le monde de Jennifer Walsh s'écroulerait complètement. Et Laura. Laura découvrirait que la mentor qu'elle idolâtrait était une criminelle, et que le mari qu'elle méprisait était l'homme responsable d'avoir révélé la vérité. Le pathétique mari trophée était sur le point de faire tomber un empire bâti sur le sang et la cupidité. Et il n'y avait plus moyen d'arrêter ce qui avait déjà commencé. Samedi, 5h45 du matin. Mon téléphone vibra avec la notification que j'attendais. Une dirigeante de l'industrie pharmaceutique fait l'objet d'une enquête fédérale pour une affaire de manipulation de prix portant sur des milliards. Le titre du Washington Post occupait tout l'écran de mon téléphone. La photo de Jennifer Walsh, prise lors d'un congrès médical 6 mois plus tôt, était imprimée juste en dessous. Elle souriait avec cette arrogance que j'avais appris à détester. Laura dormait encore à mes côtés, complètement inconsciente du fait que son monde s'écroulait en temps réel. Je me levai silencieusement et me rendis dans la cuisine pour préparer le café, sachant que dans quelques minutes, notre téléphone se mettrait à sonner. Le premier appel est arrivé à 6h13. C'était Jennifer. « Laura, je veux que tu viennes au bureau immédiatement. » Sa voix était agitée, elle avait perdu le calme contrôlé qu'elle affichait d'habitude. « Nous avons une situation grave à régler. » J'ai entendu Laura bouger dans sa chambre, probablement en train d'essayer de comprendre pourquoi sa mentor l'appelait si tôt un samedi matin. « Jennifer, que se passe-t-il ? Viens, c'est tout. Et ne parle à personne de la presse. » La presse. Ce mot confirmait que Jennifer était déjà au courant de l'article. Laura descendit les escaliers 15 minutes plus tard, vêtue d'une tenue décontractée mais toujours élégante, les cheveux attachés en une queue de cheval parfaite malgré la précipitation. « Jennifer a besoin de moi au bureau, » dit-elle en prenant les clés de la Tesla. « Une urgence au travail. »« Bonne chance, » répondis-je en sirotant mon café et en observant son expression inquiète. « Dan, tu as lu les nouvelles aujourd'hui ? » « Pas encore. »« Pourquoi ?» Jennifer semblait différente, nerveuse. Ce n'est pas son genre. 40 minutes plus tard, Laura m'a appelé. Sa voix avait complètement changé. « Dan, tu dois venir me chercher au bureau de Whitmore. Tout de suite. »« Que s'est-il passé ? » ?»« Viens, c'est tout. » Et Dan apporte les documents concernant notre situation financière. Nos comptes bancaires, nos investissements, tout. Pourquoi as-tu besoin de ça ? Apporte-les, c'est tout. Le trajet jusqu'au bureau de Whitmore a pris 25 minutes dans le trafic fluide du samedi. Tout au long du trajet, j'ai imaginé Laura découvrant que sa mentor était une criminelle et que son mari méprisé était responsable d'avoir révélé la vérité. Je trouvais Laura dans le hall d'entrée de l'immeuble, assise dans l'un des fauteuils en cuir, avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Ce n'était ni de la colère ni de la tristesse. C'était une confusion totale, comme si quelqu'un lui avait expliqué que la gravité fonctionnait à l'envers. « Jennifer a été arrêtée, » dit-elle dès qu'elle m'aperçut. « Des agents fédéraux sont arrivés ici à 7 heures du matin avec des mandats de perquisition. » Arrêtée pourquoi ? Fraude boursière, manipulation des prix, complot. Dan, la liste comporte 12 chefs d'accusation différents. Je m'assis à côté d'elle, gardant mon expression soigneusement neutre. C'est grave. Les avocats de l'entreprise ont dit que tout employé impliqué dans les projets marketing des 2 dernières années pourrait être appelé à témoigner. Dan. Elle me regarda directement pour la première fois depuis des mois. Ils ont mentionné que l'enquête avait été lancée à la suite d'allégations d'un consultant financier indépendant. Un consultant financier. Quelqu'un spécialisé dans les audits pharmaceutiques qui a fourni des preuves techniques au ministère de la Justice. À ce moment-là, j'ai vu la suspicion commencer à se former dans ses yeux. Laura avait toujours été intelligente, mais elle était éclipsée par la manipulation de Jennifer. Maintenant que sa mentor n'était plus là, son esprit analytique reliait les points qu'elle avait ignorés. « Dan, vous travaillez dans l'audit pharmaceutique. Entre autres choses. Vous avez des connaissances techniques sur les pratiques comptables frauduleuses. Oui. Et vous n'avez jamais aimé Jennifer. Non. » Laura resta silencieuse pendant un long moment, traitant les informations avec la même intensité que celle dont elle faisait preuve lors des présentations d'entreprise. Tu le savais, n'est-ce pas? Savoir quoi? Les pratiques illégales de Jennifer. Les manipulations de prix. Tout. Je pris une profonde inspiration.
Le moment de vérité était arrivé. Laura, cela fait 2 ans que je sais que Jennifer Walsh mène des activités frauduleuses au sein de Whitmore Corporation. Depuis 6 mois, j'ai suffisamment de preuves pour détruire complètement sa carrière. Laura est devenue livide. Et tu ne m'en as jamais parlé. Si. Des dizaines de fois. Chaque fois que j'ai mentionné des irrégularités dans l'industrie pharmaceutique, chaque fois que j'ai remis en question les pratiques innovantes mises en place par Jennifer, chaque fois que j'ai suggéré la prudence concernant ses projets. Mais vous ne m'avez jamais dit directement que... Laura, un mardi de mars de l'année dernière, vous êtes rentrée à la maison en parlant de la stratégie créative que Jennifer avait trouvée pour justifier une augmentation de 4% du prix de l'insuline. Je vous ai dit textuellement que cela ressemblait à de la manipulation du marché. Vous m'avez répondu que je ne comprenais pas les complexités du monde des affaires modernes. Elle est restée silencieuse, se remémorant probablement la conversation. Le vendredi après la Saint-Valentin, tu as mentionné que Jennifer transférait des coûts de recherche entre différentes divisions afin d'optimiser les rapports trimestriels. Je t'ai expliqué qu'il s'agissait d'une forme de fraude comptable. Tu m'as répondu que Jennifer avait un MBA de Wharton et savait ce qu'elle faisait. Dan. Pendant le dîner avec mes parents, lorsque mon père a évoqué les irrégularités dans l'industrie pharmaceutique, tu l'as fait taire en faveur de la perspective plus globale de Jennifer. Il avait raison, Laura. Il avait raison surtout. Des larmes ont commencé à apparaître dans ses yeux. Au gala, quand Jennifer m'a humilié publiquement en me traitant de mari trophée pathétique, tu as ri avec tous les autres cadres. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter d'essayer de te sauver d'une mentor criminelle et de commencer à sauver les familles qui étaient victimes de ces manigances. Tu étais la source des enquêtes. C'est moi qui ai fourni au ministère de la Justice suffisamment de documents techniques pour l'inculper de crimes fédéraux, oui. Laura se couvrit le visage de ses mains. Dan, tu te rends compte que cela peut aussi me détruire? Que j'étais impliqué dans tous les projets marketing qui justifiaient les prix gonflés. Je le sais. Et tu l'as fait quand même. Je restai silencieux pendant un moment, choisissant mes mots avec soin. Laura, il y a 3 semaines, j'ai reçu un email d'une mère dans l'Ohio dont le fils diabétique de 14 ans est mort parce qu'elle ne pouvait pas payer le prix de l'insuline que votre campagne marketing avait contribué à gonfler. Elle ne savait pas à qui écrire, alors elle m'a écrit parce que mon nom apparaissait dans des articles sur le prix des médicaments. Laura a levé la tête, les yeux rougis par les larmes. Cette mère m'a dit qu'elle avait vendu la voiture familiale, résilié son assurance maladie, contracté des emprunts auprès d'usuriers, et qu'elle n'avait toujours pas réussi à réunir suffisamment d'argent pour payer le traitement complet. Tu sais ce qu'elle a dit à la fin de sa lettre? Quoi? Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment des gens pouvaient dormir la nuit en sachant qu'ils profitaient de la souffrance d'enfants. Et à ce moment-là, Laura, j'ai réalisé que tu étais devenue l'une de ces personnes. Un silence s'est installé entre nous, comme un gouffre. Alors tu as choisi de détruire ma carrière pour sauver des inconnus. J'ai choisi d'empêcher d'autres familles de perdre leurs enfants à cause de la cupidité de Jennifer Walsh. Si cela signifiait que tu devrais subir les conséquences de ta participation à ces manigances, alors oui, c'était mon choix. Laura se leva du fauteuil et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le parking où des agents fédéraux étaient encore en train de retirer des cartons de documents des bureaux de Whitmore. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Cela dépend de ce que tu savais réellement au sujet de nos pratiques illégales et si tu es prête à coopérer avec les autorités. Et nous? Notre mariage? Je réfléchis longuement à cette question. Laura, le soir du gala, quand tu as ri de mon humiliation publique, notre mariage a pris fin. Tu ne le savais pas encore, c'est tout. Elle se tourna vers moi. Et la femme qui est tombée amoureuse d'un étudiant ambitieux à la bibliothèque de l'université? La partenaire qui a promis de soutenir mes rêves professionnels? La femme que j'ai aimée pendant 8 ans? Cette femme a été remplacée par quelqu'un qui considérait le génocide d'entreprise comme une stratégie marketing innovante. Les mots sortirent plus durs que je ne l'aurais voulu, mais ils étaient vrais. Dan, je ne savais pas que... Tu ne savais pas parce que tu avais choisi de ne pas savoir. Chaque fois que j'ai essayé de t'alerter, tu m'as fait taire pour soutenir la version de Jennifer. Tu as transformé l'ignorance en une décision consciente. À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était Robert Chen. Dan, il faut qu'on parle. Jennifer Walsh essaie de négocier un accord de confession. Elle prétend que votre femme n'était qu'une employée qui suivait les ordres. Je regardais Laura, qui m'observait avec un mélange d'espoir et de terreur. Je vous écoute. Si Laura coopère pleinement et fournit des détails sur les pratiques internes et les processus décisionnels, nous pouvons lui offrir une immunité totale. Et si elle ne coopère pas? Elle sera alors incluse dans l'acte d'accusation en tant que co-conspiratrice.
Nous parlons ici de 10 à 15 ans de prison fédérale. Je raccrochai et regardai Laura. Le choix t'appartient. Tu peux continuer à protéger Jennifer et faire face à des accusations criminelles, ou tu peux enfin dire la vérité et commencer à réparer les dommages que tu as contribué à causer. Laura ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et lorsqu'elle les rouvrit, je vis une lueur de la femme que j'avais aimée des années auparavant. Que dois-je faire pour coopérer? Alors que nous retournions à la voiture, je réalisai que je ne ressentais ni colère ni satisfaction vengeresse. Seulement une profonde tristesse pour ce que nous avions perdu et une étrange paix, sachant que la vérité finissait par prévaloir. Le mari trophée pathétique avait fait plus que venger une humiliation personnelle. Il avait démantelé un empire criminel et peut-être sauvé des milliers de vies. Mais le prix de cette victoire serait la destruction totale de ce qui restait de notre mariage. 3 mois plus tard, Jennifer Walsh a été condamnée à 15 ans de prison fédérale pour fraude boursière, complot et violation des lois antitrust. Le juge a qualifié ces crimes de trahison systématique de la confiance publique qui a entraîné des souffrances humaines incommensurables. Pendant la lecture du verdict, Jennifer a gardé son sang-froid jusqu'au moment où le procureur a mentionné que les preuves techniques qui avaient conduit à sa condamnation avaient été fournies par un consultant spécialisé dont le travail minutieux avait sauvé des milliers de vies. C'est alors qu'elle m'a aperçu dans la tribune du tribunal. Nos regards se sont croisés pendant une seconde. À ce moment-là, elle a enfin compris que son pathétique mari trophée avait orchestré sa destruction totale en utilisant précisément les compétences qu'elle avait choisi de mépriser. Laura a pleinement coopéré avec les autorités, fournissant des détails sur les opérations internes qui ont permis de monter des dossiers contre d'autres dirigeants impliqués. Sa coopération lui a valu l'immunité pénale, mais ne l'a pas protégée des conséquences professionnelles. Aucune société pharmaceutique respectable ne voulait l'embaucher après son association avec le scandale Whitmore. Elle a passé les mois suivants à travailler comme consultante indépendante, gagnant une fraction de ce qu'elle gagnait auparavant. « Dan, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça », m'a-t-elle dit un après-midi pluvieux d'octobre, assise dans notre salon pour la dernière fois. « Mais peux-tu me pardonner ? Laura, le pardon implique que tu m'as fait du tort personnellement. Ce que tu as fait, c'est choisir de soutenir une criminelle plutôt que d'écouter ton mari. Ce n'est pas une question de pardon. C'est une question de conséquences. Et nous ? Y a-t-il une chance que nous puissions reconstruire notre couple ? J'ai réfléchi à cette question en regardant la pluie battre contre la fenêtre. La femme qui est tombée amoureuse de moi à la bibliothèque croyait en un partenariat égalitaire. La femme qui a ri de mon humiliation lors du gala croyait en des hiérarchies fondées sur le statut social. Je ne peux pas reconstruire une relation avec quelqu'un qui a fondamentalement changé ses valeurs. 2 jours plus tard, Laura signait les papiers du divorce sans contestation. L'enquête sur la Whitmore Corporation a abouti à des réformes profondes dans l'industrie pharmaceutique. De nouvelles réglementations ont été mises en place pour empêcher la manipulation des prix, et un fonds d'indemnisation a été créé pour dédommager les familles lésées par les manœuvres de Jennifer. J'ai reçu des offres d'emploi de toutes les grandes sociétés de conseil du pays. Ma réputation d'analyste ayant démantelé la plus grande fraude pharmaceutique de la décennie m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées possibles. Mais le changement le plus significatif n'était pas professionnel. Pendant des années, je m'étais défini par ma relation avec Laura, adaptant ma personnalité et mes ambitions pour soutenir ses rêves. Maintenant, pour la première fois depuis l'université, je vivais entièrement pour moi-même. Marcus Rivera m'a invité à coécrire un livre sur l'enquête. Corpo a corpo, como marido subestimado derubu imperio farmaceutico, corps à corps, comment un mari sous-estimé a fait tomber un empire pharmaceutique, est devenu un best-seller et a été adapté en documentaire Netflix. Le plus ironique, c'est que j'ai obtenu plus de reconnaissance professionnelle en 6 mois après mon divorce qu'en 8 ans de mariage. Lors de la première du documentaire à New York, une journaliste m'a demandé si je ressentais une satisfaction vindicative en voyant Jennifer en prison. La satisfaction vient du fait de savoir que les familles n'ont plus à choisir entre des médicaments essentiels et d'autres besoins fondamentaux à cause de ces manigances. Jennifer n'était que le symbole d'un système corrompu. Détruire le symbole sans réformer le système serait une vengeance vide de sens. Et votre ex-femme ? Avez-vous des regrets sur la façon dont tout cela s'est terminé ? Laura a fait des choix basés sur des valeurs que je ne pouvais pas respecter. J'ai fait des choix basés sur des principes que je ne pouvais pas compromettre. Parfois, 2 personnes bien intentionnées découvrent simplement qu'elles sont incompatibles lorsqu'elles sont mises à l'épreuve par des pressions réelles. Si vous croyez que tout talent sous-estimé mérite d'être reconnu et que la vérité finit toujours par prévaloir, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de personnes qui ont transformé l'humiliation en triomphe. Aujourd'hui, je dirige ma propre société de conseil spécialisée dans l'éthique d'entreprise.
Je travaille exclusivement avec des organisations qui s'engagent à faire une différence positive dans le monde. Sur le mur de mon nouveau bureau, j'ai une photo encadrée. La carte de place du gala de Whitmore avec les mots « Pathétique trophy husband who is good for nothing ». Marie trophée pathétique qui ne sert à rien. Juste en dessous, une plaque dorée avec l'inscription « Analyste financier de l'année, Association nationale des auditeurs d'entreprise ». Parce que parfois, la meilleure vengeance est simplement de prouver à ceux qui ont essayé de vous rabaisser qu'ils se trompaient complètement sur qui vous êtes vraiment.